Bonjour, alors on va commencer la section 3.5. Faites l'expérience. Alors je vous propose une expérience et je vous demanderai de la faire tout de suite, si possible. Je vous demande d'observer une source de lumière, par exemple un lampadaire, un phare d'automobile, une flashlight, au travers d'un moustiquaire. Donc essayez de trouver un moustiquaire chez vous, à la maison, si vous pouvez, et observez une lumière, idéalement assez le plus loin possible, c'est-à-dire la source de lumière le plus loin possible, et observez qu'est-ce que vous voyez au travers du moustiquaire. Quelle est la différence entre, lorsque vous observez, mettons, vous voyez un lampadaire, la lumière d'un lampadaire, c'est quoi la différence entre quand vous observez avec le moustiquaire puis sans le moustiquaire? Essayez de tester la différence entre ce que vous allez voir dans les deux situations. Euh, Vous pouvez le faire s'il n'y a pas un lampadaire dans votre champ de vision, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, la lampe de poche de la lampe de poche de votre téléphone, par exemple. Puis si vous n'avez pas de moustiquaire tout court, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre la lampe de poche de votre téléphone et simplement fermer les yeux. Pas complètement, mais juste les entrouvrir juste un petit peu. Juste pour qu'il passe juste un petit peu de lumière, mais le moins possible. Le minimum qu'on peut ouvrir les yeux pour voir de la lumière. Puis observez, quand vous regardez votre lampe de cellulaire ou un lampadaire, comment ça change? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Alors, je vous laisse aller faire l'expérience. Quand vous aurez terminé, vous reviendrez. Alors, ce qu'on va faire dans cette section-là, en fait, on va simplifier l'expérience de Young. On va enlever cette partie-là, dans le fond, de l'expérience. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une lumière qui va arriver sur une fente, puis on va mettre l'écran direct ici. Donc, ça va simplifier l'expérience. Il n'y aura pas le masque avec les deux fentes. Il va juste avoir le masque avec une seule fente. Et on va observer ce qui va se passer. Donc, on va autrement dit, à la place d'avoir deux fentes, on a juste une fente. Euh, donc, admettons, on a un pointeur laser ici. On envoie de la lumière sur une fente très étroite. Mais très important, la fente doit être étroite. Donc, par exemple, de la taille d'un cheveu. Euh, Et ça va donner lieu à ce qu'on appelle la diffraction. Vous vous rappelez, on avait parlé que ce phénomène-là, quand la lumière entre dans une fente étroite, on appelle ça la diffraction. Donc là, on va tester justement qu'est-ce que ça fait la diffraction avec la lumière. Donc on revient en quelque sorte en arrière pour dire oui, on s'est déjà servi en fait de la diffraction. Puis c'est ça qui a permis que les ondes, quand ils rentrent dans la petite trou ici, ils deviennent comme une source d'onde ponctuelle, comme chaque petit trou devient comme une source d'onde, puis c'est ça qui permettait ici de générer de l'interférence sur l'écran. Mais là, on revient en arrière, puis on dit, ouais, mais faisons-le avec la lumière, puis juste avec un trou, that's it. Ne faisons pas l'étape avec les deux trous. C'est ce qu'on va appeler l'expérience de la diffraction. Donc, euh, donc, on va produire la diffraction par une fente simple, c'est-à-dire par une fente unique. Alors là, il y a une démonstration qui vous est faite. Je n'irai pas dans le détail de la démonstration, mais juste vous mettre en emphase des choses, l'essentiel. Alors, vous avez ici l'obstacle, voyez-vous en noir, c'est opaque, et vous avez la fente dans le fond qui est cet espace-ci. Et là, pour le bien de la démonstration, on vous dit que dans le fond, il y a plusieurs zones en fait qui vont traverser qui vont réussir à traverser la largeur de la fente. Même si la fente est étroite, on peut considérer que c'est comme s'il y avait comme plusieurs petites ondes qui vont passer au travers. Euh, alors, pour les biais de la démonstration, ici, on fait comme s'il y avait 12 petites ondes. C'est un chiffre arbitraire. C'est juste pour le bien de la démonstration. Euh, donc, on suppose qu'il y a 12 petites ondes qui passent au travers de la fente. Alors, ces petites ondes-là, ils vont toutes être déviées à cause de la diffraction. Euh, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, par exemple, il y a des ondes qui vont partir. Si on regarde les fronts d'ondes ici, ça veut dire qu'il y a des ondes, c'est comme s'ils partaient par là, il y a des ondes qui partent par là, puis il y a des ondes qui partent par là. Donc, admettons qu'on considère d'abord les ondes qui partent, les ondes qui partent ici vers le haut. Mettons. Alors, ces ondes-là sont représentées ici. Et là, ce qu'on veut vous faire remarquer, c'est que lorsqu'on a une différence de marche de une longueur d'onde entre les rayons qui passent au-dessus de la fente versus les rayons qui passent en dessous de la fente. Donc, voyez-vous, c'est la différence de marche de une longueur d'onde, c'est pour
la différence entre le rayon 1 et le rayon 12. Entre le rayon qui est rouge en haut et le rayon qui est violet en bas. Voyez-vous ça? Donc, si on a une différence de marche de une longueur d'onde entre le rayon qui est en haut complètement et le rayon qui est en bas complètement, qu'est-ce qui va se produire? C'est que tous les rayons vont s'annuler 2 à 2. Donc, ils vont s'annuler en paire. Regardez ça. Le rayon 1 ici, voyez-vous qu'il va être en antiphase par rapport au rayon 7. Donc, regardez le rayon 1, où est-ce qu'il commence. Regardez où est le rayon 7 lorsqu'il arrive vis-à-vis la... Donc, à partir de cette ligne-là, tous les rayons parcourent la même distance pour se rendre jusqu'à l'écran. Donc, pour savoir s'ils sont en phase ou en antiphase, on fait juste regarder où est-ce qu'ils sont rendus quand ils arrivent sur cette ligne-là ici. Donc, le rayon 1, il part vers le haut quand il est vis-à-vis la ligne. Le rayon 7, il part vers le bas quand il est vis-à-vis la ligne. Donc, on sait tout de suite que le rayon 1 et le rayon 7 vont arriver en antiphase sur l'écran. Donc, ils vont donner une interférence destructive. Donc, les rayons bleus, les deux rayons rouges, 1 et 7, vont s'annuler. Après ça, vous avez exactement le même phénomène qui va se produire entre le rayon 2 et le rayon 8. Ils vont encore une fois s'annuler par interférence destructive. Et encore une fois, le 3 et le 9, le 4 et le 10, le 5 et le 11, et le 6 et le 12 vont tous s'annuler paire par paire. Donc, par exemple, prenez le 6, voyez-vous, lui, rendu à la ligne, il est en train de descendre. Le rayon 12, il est en train de monter. Donc, le 6 et le 12, les deux rayons violets sont en antiphase. En passant ici, les couleurs, c'est pas pour dire que ces rayons-là sont vraiment de couleur rouge, de couleur orange, de couleur violet. Il faut pas que vous soyez mélangés par ça. C'est pas ça que ça veut dire, c'est juste pour distinguer les paires. C'est juste pour mettre c'est juste pour qu'on voit bien que le 1, il va avec le 7. Fait qu'on les a dessinés de la même couleur. C'est rien d'autre que ça. Okay? C'est pas vraiment parce que ici c'est un rayon rouge, puis ici c'est un rayon violet. Okay? C'est vraiment juste pour qu'on puisse bien identifier les paires. Donc, autrement dit, dans cette situation-là, ce qu'on remarque, c'est que tous les rayons vont s'annuler paire par paire. Ils vont tous s'annuler 2 à 2. Donc, finalement, ça va donner l'interférence destructive. Donc, autrement dit, on va avoir un minimum si la différence de marche est égale à une longueur d'onde. Donc, ici, je mets encore l'emphase. Quand on parle de la différence de marche, c'est la différence de marche entre le rayon qui passe en haut et le rayon qui passe en bas complètement. Fait il y en a qui se demandent, je veux mettre quelque chose je veux mettre une emphase ici. On obtient un minimum si la différence de marche égale une longueur d'onde. Je veux juste mettre ça en parallèle avec ce qu'on avait vu pour l'expérience de Young. Pour l'expérience de Young, c'est-à-dire avec deux fentes, on avait vu qu'on avait des maximums, donc des endroits où la lumière était très intense, des franges brillantes, lorsque la différence de marche entre les deux rayons est égale à un nombre entier de longueur d'onde. De cette façon-là, les deux rayons, les deux ondes allaient arriver en phase. Donc, par exemple, pour le premier maximum non central, donc autrement dit, le m égale 1, alors à ce moment-là, ça donne 1 fois la longueur d'onde. Donc, autrement dit, ça donne la longueur d'onde. Donc, delta égale une longueur d'onde. Mais ça donnait un maximum pour delta égale une longueur d'onde. Maintenant, avec l'expérience de la diffraction, c'est l'inverse qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est que on obtient, quand on a une différence de marche de une longueur d'onde, on obtient un minimum lorsque la différence de marche égale une longueur d'onde. Fait que là, vous allez dire, pourquoi avec Young, c'était un maximum quand j'avais une différence de marche d'une longueur d'onde, puis là, c'était un minimum. Alors, c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques instants, juste le redire. C'est que, en fait, si on regardait, parce que je répète, la différence de marche, telle qu'elle est définie dans l'expérience de la diffraction avec une seule fente, c'est la différence de marche entre le rayon du haut et le rayon du bas. Mais c'est vrai que si vous regardez le rayon du haut et le rayon du bas, ces deux rayons-là donneraient lieu à de l'interférence constructive. Parce que voyez-vous que le rayon 1 en rouge est en phase avec le rayon 12 ici en violet qui est donc ces deux rayons-là sont en phase. Donc si vous regardez seulement le rayon 1 et le rayon 12, ça donnerait lieu à de l'interférence constructive. Mais le faire, c'est qu'il y a plein d'autres rayons entre les deux. Et entre autres, il y a le rayon 7
qui va complètement annuler le rayon 1, puis le rayon 6 qui va complètement annuler le rayon 12. Fait que, étant donné tous les autres rayons qui sont à l'intérieur, toutes les autres ondes qui vont passer à l'intérieur de l'espace, c'est ça qui va faire en sorte que, en réalité, il n'y a pas juste le 1 puis le 12. En réalité, le 1 va être annulé par le 7, puis le 6 va être annulé par le 12, etc. Ils vont tous s'annuler paire par paire, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir un minimum lorsqu'on a une différence de marge d'une longueur d'onde entre le rayon 1 et le rayon 12. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention avec la diffraction, c'est que c'est la même équation, c'est-à-dire, on a une différence de marge égale à un nombre entier de longueur d'onde, mais cette fois-ci, ça donne des minimums, parce qu'à l'intérieur de la fente, toutes les ondes s'annulent paire par paire. Avec l'expérience de Young, on n'avait pas ça, on n'avait pas 12 ondes comme ça, on en avait juste 2. Puis les 2, lorsqu'il y en avait un nombre entier de longueur d'onde, ben ça donnait de l'interférence constructive, parce qu'il arrivait en phase. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas juste 2. Il y en a une multitude qui vont passer à travers la fente. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que là, ils s'annulent paire par paire. Si maintenant on fait la même démarche avec une différence de marge de 2 longueurs d'onde entre le rayon 1 et le rayon 12, on va observer la même chose. Encore une fois, ils vont s'annuler paire par paire. Donc, autrement dit, une longueur d'onde de décalage, ça donne un minimum. 2 longueurs d'onde de décalage, ça donne un deuxième minimum. Pour voir la démonstration complète, je vous invite à regarder le manuel page 324 à 326. Si on généralise, dans le fond, ça veut dire que de façon générale, on va avoir un minimum lorsque la différence de marge va être égale à un nombre entier de longueur d'onde. Donc, m lambda. M étant un entier. Attention, m, ici, ne peut pas valoir 0, contrairement à notre équation des maximums d'interférence. Donc ici, m commence à plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, etc. Pourquoi m ne peut pas être égal à 0? Parce que m égale 0, ça va donner un maximum, en fait. Le m égale 0, c'est la tâche brillante centrale. Donc, en fait, ce qu'on va observer avec l'expérience de la diffraction, ça va être ceci. Donc, ça, c'est ce que vous avez observé sur votre écran. Vous avez observé une tache brillante très centrale, une tache brillante centrale très intense et large. Et après ça, vous allez observer une série de petits maximums secondaires qui vont être de plus en plus faibles. Voyez-vous, celui-là est beaucoup plus faible que le maximum central. Puis après ça, celui-là est plus faible que celui-ci, etc. Fait que plus on va en périphérie, plus les maximums vont être faibles. Et on observe aussi que les maximums latéraux, comme par exemple celui-ci, est moins large, en fait, que le maximum central. Celui-ci est beaucoup plus large que celui-ci. Donc, en fait, celui-ci est 2 fois plus large que les maximums secondaires. Donc, autrement dit, si on met m égale 0, ça voudrait dire que la différence de marche égale 0. Mais différence de marche égale 0, ça veut dire tous les rayons parcourent la même distance. Bien, tous les rayons parcourent la même distance si on va au centre. Mais donc, s'ils parcourent toute la même distance, ça va donner un maximum parce qu'ils vont tous arriver en phase. Donc, le centre, c'est une exception, ça va donner un maximum. Donc, m égale 0 n'est pas inclus dans l'équation parce que m égale 0 donne un maximum central, donne le maximum central. J'ai laissé un espace ici simplement pour pouvoir écrire que la différence de marche va être égale à A fois sin θ. A, c'est la largeur de l'ouverture, donc la largeur de la fente, et θ, c'est l'angle du point considéré sur le. Donc, pour vous expliquer ceci, voici un dessin schématique là, de l'expérience de la diffraction. Fait qu'on a l'obstacle ici, on a la fente qui se trouve ici. A minuscule va représenter la largeur de la fente. Okay? Donc, on avait, par exemple, pour l'expérience de Young, on avait D, c'était la distance interfente. Maintenant, la variable, c'est A. A, c'est la largeur de la fente. Maintenant, admettons qu'on a un point quelconque P sur l'écran ici, puis on veut savoir c'est quoi la différence de marche entre les rayons qui proviennent du haut et les rayons qui proviennent du bas de la fente pour se rendre au point P. Donc, on va tracer la marge des deux. Donc, la marge du rayon du haut va donner ceci. La marge du rayon du bas va donner ceci.
Fait que là, dans le fond, si on trace notre petit triangle rectangle pour trouver la différence de marche, donc on a ici le petit triangle. La différence de marche, ça va être la longueur du côté ici. Donc, à partir de ce point-ci, les deux rayons parcourent la même distance. On suppose toujours que c'est quasi parallèle, étant donné que l'écran est très loin comparativement à la largeur de la fente. Donc, ici, on a la petite différence de marche. Et après ça, l'hypoténuse du triangle, c'est A, la largeur de la fente. Donc, et on retrouve, si on se rappelle, notre angle θ. Donc, l'angle θ, c'est la position angulaire du point P. Donc, ça veut dire, c'est l'angle qu'on a ici. Et dans le fond, on avait démontré, je ne le referai pas, mais on avait démontré que cet angle-là ici était approximativement à l'angle au sommet ici du petit triangle, environ égal à θ. Donc, on peut dire que la différence de marche ici est égale à l'hypoténuse qui est A fois sinus θ. Sinus parce qu'on va aller chercher le côté opposé à l'angle θ pour aller chercher la différence de marche. Différence de marche qui est ce côté ici. Alors, bref, c'est la même démonstration finalement là, que ce qu'on avait fait pour la diffraction, pour l'interférence. Donc, la différence de marche est toujours égale à A sin θ, mais pour un minimum, cette différence de marche-là est égale à un nombre entier de longueur d'onde. Alors, ici sur la figure, vous avez en fait un graphique de l'intensité en fonction du déphasage entre les rayons qui proviennent du haut et les rayons qui proviennent du bas de la fente. Fait que vous voyez que le maximum central est vraiment dominant. Presque toute l'énergie est concentrée dans le maximum central. Il est extrêmement fort et très large. Et ensuite, vous avez des petits maximums secondaires, mais ceux-ci sont très faibles, très très faibles comparativement au maximum central. Exemple, alors, on vient de dire, dans le fond, qu'est-ce qui va créer une figure d'interférence comme ça? C'est quand la lumière va passer au travers d'une fente très étroite. Alors, un exemple de fente qui crée de la diffraction, c'est une pupille d'œil. Regardez par exemple la pupille de ce crocodile. Elle est très contractée, ce qui fait en sorte que la pupille est très petite. Alors ça c'est une fente, voyez-vous. La pupille va agir comme une fente et ça va donner lieu finalement à de la diffraction sur sa rétine. Donc, autrement dit, l'image va être un peu déformée par la diffraction. La qualité de l'image qu'il va pouvoir recueillir sur sa rétine va être limitée par la diffraction qui va se produire à cause de sa pupille. Donc, autrement dit, il va se produire une figure de diffraction en quelque sorte sur sa rétine pour chacun des points qu'il va observer, entre guillemets. Donc, chaque point autrement dit, chaque point de lumière qui est observé par l'œil, plutôt que d'être imagé par un point sur la rétine, ça va faire une figure de diffraction. Donc, chaque objet, chaque point de lumière, plutôt que faire un point sur la rétine, ça fait une figure de diffraction. Donc, ça limite un peu la qualité des images qu'on va observer. Ce même phénomène-là de fente étroite va se produire sur l'œil d'un chat, par exemple, lorsqu'on est en plein jour. La pupille humaine, elle n'est pas en forme de fente verticale, elle est toujours circulaire. Mais une ouverture circulaire va aussi donner lieu à de la diffraction. On va y revenir, ça ne sera pas très long. Exemple commun de diffraction que vous pouvez observer, okay, parce que là j'ai parlé des crocodiles, les chats, mais vous observez fréquemment de la diffraction. Donc, par exemple, quand on parle des étoiles, tout le monde sait qu'on dessine les étoiles symboliquement de cette façon-ci. Par exemple, il y a d'autres façons de faire des dessins symboliques, mais ça, c'est comme un schéma classique pour une étoile avec 5 pointes. Mais comment ça se fait qu'on dessine une étoile comme ça? Parce qu'une étoile, c'est comme le soleil. C'est une boule. Fondamentalement, une étoile, c'est une sphère. C'est une sphère de plasma qui émet de la lumière. Mais comment ça se fait que, mettons, alors que les étoiles, on sait qu'en réalité, c'est des boules, comment ça se fait qu'on les dessine comme ça? Comment ça se fait qu'on met des pointes? Bien, la réponse, là, c'est quand même étonnant. Les pointes, là, c'est des figures de diffraction, imaginez-vous. C'est incroyable. C'est les pointes de l'étoile qu'on dessine, que vous dessinez depuis que vous avez appris à dessiner. Ces pointes-là,
C'est des figures de diffraction. C'est vraiment ça, là. Euh, Vous avez un lien que j'ai mis ici. Si vous voulez voir l'explication ici, il y a vraiment une explication complète qui se trouve sur ce lien-là. Euh, je vous invite vraiment à aller le voir si ça vous intéresse. Mais euh, je vais juste vous expliquer très brièvement. Je vais résumer la chose. Euh, Regardez par exemple cette magnifique photo qui a été prise par Hubble. Euh, Voyez les pointes des étoiles? Donc, si on regarde par exemple cette étoile ici, on voit là, il y a des pointes, mais c'est vraiment, en fait, les pointes principales sont comme verticales et horizontales, si vous êtes d'accord. Mais il y a aussi des petites pointes qui sont en oblique en plus de ça. Puis en plus, il y a un petit halo autour de chacune des petits halos autour de chacune des étoiles aussi. Mais ce qui est vraiment le plus évident, c'est l'espèce de grosse pointe horizontale, puis la grosse pointe horizontale et verticale qu'il y a autour de chacune des étoiles. Ça, c'est vraiment, vraiment évident. Mais ces pointes de lumière-là, ça ne fait pas vraiment partie de l'étoile. Ça, c'est une déformation optique, dans le fond, qui est introduite par Hubble lui-même. Donc, Hubble subit lui aussi la diffraction. Pourquoi il subit la diffraction? Ben, en fait, toute ouverture qui n'est pas infinie va subir la diffraction à la base. Mais plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ici, on a des pointes très marquées sur les étoiles? Regardez Hubble ici. Donc ça, c'est le télescope Hubble, télescope spatial. Euh, et vous avez ici l'ouverture de Hubble. C'est par ici qu'il voit. Donc c'est une espèce d'ouverture circulaire. J'ai représenté ici schématiquement l'ouverture que je vous ai vue. Donc vue de face. Donc ici, vous avez le tuyau, le cylindre Hubble. Et là, ça, c'est l'ouverture vue de face. À l'intérieur de l'ouverture, ici, vous avez un miroir secondaire. C'est-à-dire un miroir qui doit être suspendu à l'intérieur un peu dans le champ de vision du miroir, finalement. Il y a un miroir, donc ça ici, ça obstrue en partie la lumière. Je n'entrerai pas dans les détails de pourquoi il y a un miroir secondaire, là. Mais bref, il y a un miroir ici qui doit être suspendu pour que Hubble fonctionne. Et ce miroir-là, vu qu'il est comme dans les airs, il faut qu'il soit suspendu par 4 tiges. Donc, des tiges horizontales, des tiges verticales comme ceci qui vont tenir le miroir secondaire dans les airs. Et c'est ces tiges-là, en fait, qui créent de la diffraction sur les étoiles. Donc, en fait, les tiges vont agir comme des obstacles, mais les obstacles, en fait, c'est comme des fentes. Les obstacles, ça fait de la diffraction comme des fentes. Juste vous rappeler brièvement les faits par rapport à ça. Donc, vous rappelez-vous, quand j'avais abordé la diffraction pour la première fois, j'avais dit, regardez, quand on fait passer l'onde par une ouverture, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la diffraction. L'onde va comme derrière. Il y a une partie de l'onde qui va derrière l'obstacle. Alors, il y a la même chose qui se produit. Ça, c'est pour une fente. Même chose qui se produit lorsqu'on met un petit obstacle. Il y a de la diffraction qui se produit derrière l'obstacle, ici. Il y a de la lumière qui va derrière l'obstacle. Oui, et c'est ça qu'on appelle la diffraction. Donc, autrement dit, la diffraction se produit, oui, lorsqu'on a une fente, mais ça se produit aussi lorsqu'on a un obstacle. Fait que c'est ça qui se passe dans le cas d'Hubble. Donc, on a des petits obstacles ici qui sont les tiges qui supportent le miroir secondaire. Et ces tiges-là ici vont faire office d'obstacle pour la lumière et vont donc créer de la diffraction. Et c'est ces tiges-là en particulier qui, c'est exactement ces tiges-là qui créent toutes les lignes de lumière que vous voyez, verticales et horizontales, autour de chaque étoile. C'est quand même fascinant, je trouve, honnêtement, là, parce que tu sais, à chaque fois qu'on voit des lumières, des étoiles, on voit ça, on voit ce phénomène-là, mais on se demande un peu pourquoi. Ben, c'est ça, c'est à cause de la diffraction. Puis, en fait, même quand on regarde une étoile à l'œil, ça va faire aussi de la diffraction. Parce que votre œil lui-même aussi a une dimension finie. Votre pupille a une dimension finie. Donc, c'est une ouverture qui va créer la diffraction. Je vais revenir tout à l'heure sur la diffraction créée par des ouvertures circulaires. Mais plus que ça, c'est que sur votre cornée, il existe ce qu'on appelle des micro-sutures.
Donc, votre cornée n'est pas parfaitement lisse comme on pourrait l'imaginer. En réalité, c'est comme une espèce d'amalgame, une espèce de puzzle de plein de petites cellules qui sont collées les unes sur les autres. Et ces petites, un peu comme, tu sais, c'est ça, comme un puzzle. Et toutes ces petites pièces-là qui forment votre cornée sont rattachées ensemble par des micro-sutures. Et ces micro-sutures-là, c'est dans le fond des petites irrégularités dans votre rétine. Et c'est ces petites micro-sutures-là créent un peu l'équivalent des tiges de Hubble ici. Ça crée des petits obstacles sur votre cornée. Et ces petits obstacles-là créent des figures de diffraction lorsque vous regardez des étoiles. C'est particulièrement évident lorsqu'on regarde des étoiles parce que c'est une petite source ponctuelle. C'est-à-dire une petite source de lumière très petite. Donc, c'est plus évident dans ce sens-là. Fait que c'est quand même fascinant de réaliser que les pointes qu'on voit, qu'on dessine depuis qu'on est enfant sur les étoiles, c'est de la diffraction. Ni plus ni moins. Qui est entre autres causée par les microsutures de notre cornée. Donc, les petites imperfections qui causent des obstacles sur notre cornée. C'est quand même incroyable. Ce que je vais vous demander, c'est d'essayer cet exemple. Donc, on a la diffraction sur une fente simple. On a une onde sonore de fréquence 600 Hz. Oh oh! Là, ici, j'ai volontairement voulu vous déstabiliser. Je n'arrête pas de parler de lumière. Là, ça m'a tenté de revenir avec le son. Pourquoi? Parce que la diffraction, ça s'applique à n'importe quel type d'onde, pas juste la lumière. Fait que ça s'applique aussi pour des ondes sonores. Fait que là, j'ai voulu comme revenir au son. Alors, on a une onde sonore de fréquence 600 Hz qui traverse une porte de 0,8 m de large. Donc ça, c'est la taille de votre ouverture. Tu sais, quand je parle de... depuis le début de la section, je parle de diffraction pour la lumière. Et là, je vous dis, ben, pour la lumière, ça prend des fentes qui sont très petites. Donc, je vous dis souvent, on peut prendre par exemple la fente qui a une épaisseur de la taille d'un cheveu. Ça, c'est pour la lumière. Mais pour le son, les longueurs d'onde sont complètement différentes. Les longueurs d'onde sont beaucoup plus grandes. Donc, étant donné que le son peut avoir une longueur d'onde beaucoup plus grande, ça dépend de la fréquence, mais en général, les longueurs d'onde du son vont avoir les longueurs d'onde du son vont être beaucoup plus grandes que les longueurs d'onde de la lumière. D'ailleurs, c'est la première étape dans cet exercice-là, c'est calculer c'est quoi la longueur d'onde de la lumière de 600 Hz. Alors, vous allez voir que la longueur d'onde, c'est beaucoup plus grand que la longueur d'onde de la lumière. La longueur d'onde de la lumière qui est entre 400 et 700 nanomètres. C'est très petit. Mais pour le son, c'est beaucoup plus grand. Donc, on peut se permettre d'utiliser des ouvertures qui sont beaucoup plus larges pour créer de la diffraction. On se rappelle, dans le fond, pour créer de la diffraction significative, il faut que pour que la diffraction soit significative, il faut que la largeur de l'ouverture soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, ou que l'ouverture soit même plus petite que la longueur d'onde. Donc, autrement dit, plus votre longueur d'onde est grande, plus vous pouvez vous permettre d'avoir une grande ouverture pour créer de la diffraction. Alors là, je vous demande à quel angle se trouve le premier minimum de diffraction. Donc, vous allez traiter ça exactement avec les mêmes équations que ce qu'on a fait pour pour la lumière. Donc, l'équation qu'on a vue au diapo précédente, c'est la même équation va s'appliquer, mais cette fois-ci, la largeur de l'ouverture, ça va être la largeur de la porte. Alors, la première étape, comme je vous ai dit, je vous donne un indice, ça va être d'aller chercher la longueur d'onde d'un son de 600 Hz de fréquence. Alors, vous vous rappelez comment transformer une fréquence en longueur d'onde, on l'a fait souvent. Alors, je vous laisse appliquer ça, trouver la valeur du premier minimum de diffraction. Et tant qu'à y être, trouvez donc la position aussi du deuxième minimum de diffraction à la question B. Une fois que vous aurez terminé ça, vous pouvez prendre la prochaine vidéo.